Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans Intégral Foot. Ce soir, on va revenir sur le match PSG-OM, les deux matchs PSG-OM. Donc avec vous à l'animation Béchar Ben Mefta et je suis accompagné de Xavier Coulant. Bonsoir Xavier. Bonsoir à tout le monde. Il y aura aussi Lloyd Duchâteau. Bonsoir Lloyd. Bonsoir Xavier, bonsoir Béchir, bonsoir à tous. Et il y aura aussi Clément Pernia. Bonsoir Clément. Bonsoir Béchir, bonsoir à toutes et à tous. Donc je te dirige déjà cette première question Clément. Qu'as-tu pensé des deux premiers matchs de ces deux matchs de PSG-OM, toi qui étais au parc? Alors oui, j'étais au parc, donc déjà deux matchs, deux victoires importantes, deux matchs maîtrisés, il faut le dire. 2-3-0, le PSG n'a jamais vraiment été inquiété sur les 180 minutes qu'on a pu voir. Deux matchs assez différents, moi j'ai préféré le match de coupe de la part du PSG, où véritablement, en fait, ce qui a changé, c'est que c'est la composition d'équipe. Il y a eu plus de maîtrise au match de coupe parce qu'on a retrouvé notre milieu Verratti et Mota, notre doublette en milieu, ce qui a fait que le PSG avait plus de maîtrise, même s'ils ne sont pas parvenus à marquer en première mi-temps, enfin du moins au début de match contre Marseille en coupe, il y avait plus de maîtrise dans le jeu, donc j'ai préféré véritablement le match de coupe. Après voilà, Clément, tu as trouvé ça? Parce que moi, justement, je trouve que en plus, ils avaient fait tourner Marseille. Bon, tu me diras Paris aussi, mais en première mi-temps, heureusement qu'il y a ce but juste avant la mi-temps, parce que j'avais l'impression que c'était pas si bien embarqué que ça. Ils pouvaient se rentrer dans un match galère, justement. Tu as trouvé qu'ils avaient mieux maîtrisé le match, toi, que le premier en championnat? Disons qu'en championnat, ils ont marqué tout de suite. Du coup, c'est un peu. Ça a mis un coup dans le moral des Marseillais. Mais en termes de jeu, je parle en construction de jeu, milieu de terrain, Diarra, Lo Celso, Rabiot, c'était plus brouillon que hier. Hier, je sais pas si tu étais au parc ou pas. En deuxième mi-temps, surtout en deuxième mi-temps, c'était la balade, quoi. C'était la passe à 10. Vraiment, ça, c'était fluide, Pastore. Le souci, c'est qu'en deuxième mi-temps, dès qu'il y a le deuxième but, tu sens qu'il fait rentrer deux jeunes. Voilà. C'est pas trop, tu peux pas trop te fier. Après, par contre, j'ai trouvé Verratti très bon. Très bon hier. Excellent Verratti. C'est deux matchs qui ont été maîtrisés, donc en soi, je sais même pas si les comparer c'est judicieux, mais je pense que le PSG a fait le boulot. Le PSG, par la voix de Daniel Alves, a dit que jusqu'à Madrid, il devrait gagner ces matchs par au moins 2 buts d'écart pour se mettre dans les conditions du choc du 6 mars. Voilà, le PSG a gagné 2 fois 3-0 contre l'OM. On peut rien dire en fait. Il y a j'allais dire, s'il y a des bémols, il y a la blessure de Neymar évidemment, mais le boulot est fait. Voilà, ils sont dans une bonne dynamique, ils ont l'esprit là où il faut, et voilà ce que j'ai pensé des deux matchs. La seule chose où moi, le premier, je disais que, tu te rappelles, Béchir, je t'en avais parlé, que ces deux matchs-là, c'était l'idéal, parce que souvent on dit que le PSG ne veut pas se jauger sur les matchs de championnat. Et là, c'était même si il y a un écart de niveau, mais c'était deux grosses affiches contre Marseille, c'était bien pour te préparer. Mais finalement, tu sors des deux matchs, tu peux même pas vraiment te dire si tu es au taquet face au Real, parce que finalement, il n'y a pas eu tellement de matchs entre les deux. Ouais, voilà. Mais c'est deux matchs où dans l'attente, dans la ferveur, dans l'ambiance, et oui, dans l'attente, la médiatisation, etc., ça reste quand même une préparation importante et une bonne préparation. Je pense que voilà, ils étaient très attendus, ils ont répondu présent, ils savent qu'ils seront encore plus attendus, mais voilà, ils ont quand même un entraînement, au moins en termes médiatiques, en termes d'attente et en termes de ferveur derrière. Non, mais ils ont clairement fait le boulot sur 2 jours. Tu rencontres Marseille le dimanche et le mardi. Ils font 2 victoires 3-0, même si tout n'a pas été parfait. Tu peux pas sortir de ce match insatisfait quand tu es du côté parisien. Alors que du côté marseillais, tu sens que ils sont sortis du match vraiment des deux matchs dépités parce qu'ils ont eu un aveu d'impuissance. Mais ça surprendra personne. Mais je veux dire, moi, qu'ils ont un peu remis les pendules à l'heure par rapport au match aller, tu vois, par exemple. Remis les pendules à l'heure, c'est ça. Après, pour prendre Marseille, on peut dire aussi que Marseille, c'est que 2 frappes cadrées dans les 2 matchs. Oui, voilà. C'est quand même des stats qui sont assez... Voilà, on peut dire que Marseille, c'est faible. Mais après, si on prend les stats de Madrid en championnat, même si on me dit qu'ils sont dépassés, ou dans leur coupe espagnole, ils ont tout perdu. Il leur reste que la Ligue des Champions. Nous aussi, la Ligue des Champions, c'est tout ce qui nous reste. On sait que le championnat, on est largement en tête. On sait qu'en coupe, maintenant, c'est 2 matchs qui nous restent. Donc voilà, si le Paris Saint-Germain ne gagnait pas contre Marseille, ça aurait été vraiment inquiétant. Mais sans plus non plus, quand on voit que Madrid peut perdre à côté. On a de l'avance, on a de la marge, même s'ils perdent contre Marseille. Parce que c'est Marseille, ça aurait été inquiétant. Et donc, est-ce que l'exploit est possible? Et je vais directement passer à Neymar. Est-ce que l'exploit est possible sans Neymar, selon vous? Alors, moi, si je peux commencer parce que justement, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé là-dessus. Je suis tout à fait d'accord que Neymar, il est venu pour faire franchir un cap au PSG.
Donc c'est un gros coup qu'il soit pas là, je suis d'accord. Mais par contre, sur le match retour, tu as un gros match comme ça, ils sont capables de faire un exploit, même si ça sera peut-être plus difficile que sans Neymar. Mais il y en a certains, tu avais l'impression, c'est fini, on passera pas sans lui. Faut y croire. Par contre, la grosse tuile, même si c'est dur son absence déjà contre le Real, c'est que il peut être absent quasiment jusqu'à la fin de saison. Et là, si jamais il passait, il faisait l'exploit, ça va être difficile pour la suite de la compétition, parce que c'est clair que pour un match, tu peux espérer créer l'exploit, mais pour le reste de la compétition, s'il passe, ça va être une sacrée absence quand même, de marque. En même temps, Vu l'investissement en plus, un investissement qu'ils ont mis sur lui, comme avec Mbappé. Ouais, non, mais t'as entièrement raison. Moi, ça m'a énervé, mais à un point, vous imaginez même pas. Tout ce qu'on entend ces derniers jours. Neymar ceci, Neymar cela, il faisait la une des infos, machin. Alors oui, c'est sûr, c'est un pépin pour le PSG, mais j'avais l'impression qu'on était en train de pisser sur le reste de l'équipe, quoi. Di Maria, c'est qui? C'est un inconnu. Draxler, il est nul. Pastore, alors, je sais pas moi. D'ailleurs, je suis content que ces mecs-là aient remis les pendules à l'heure hier en montrant qu'ils étaient bien là, qu'ils allaient répondre présent. Parce que merde, sans Neymar, on est capable la victoire, j'ai envie de vous dire, la victoire sera encore plus belle sans Neymar, parce que Di Maria, il est dans les gros matchs au parc, surtout il a montré qu'il pouvait être présent, notamment contre le Barça l'an passé. Moi, je pense que même dans le jeu, ça va offrir des opportunités différentes. Alors, on sait que Neymar, techniquement, dans la finition, dans la construction du jeu, il est primordial, dans l'accélération aussi. Mais dans un match comme ça, je pense que je dis pas que Di Maria a un jeu hyper fluide, mais son surplus de simplicité par rapport au jeu de Neymar, ses frappes de loin, ses coups de pied arrêtés, etc., ça va pouvoir apporter. Et non, moi j'ai évidemment qu'on peut le faire, qu'on va le faire, même il faut y croire. Les mecs qui. Je pense que je sais pas s'il y a des supporters du PSG qui n'y croient pas, honnêtement. J'ai vu beaucoup de médias relayer machin, etc. Ouais, ça va être dur. Véchir. Honnêtement, les supporters du PSG, les vrais supporters du PSG que nous sommes et que beaucoup sont, croient en la victoire du PSG. Et surtout, je vais t'expliquer, Clément. Di Maria de 2018, il est monstrueux pour l'instant. Il est vraiment monstrueux. On peut le faire sans lui. On peut le faire avec le Pastore d'hier. On peut le faire avec le Draxler qui est l'agnac. Enfin, vraiment, là, ouais, mais Clément, mais j'ai envie de vous dire que oui, on va le faire, quoi. Ceux qui n'y croient pas, Clément, c'est plus parce que par rapport au match aller, t'as un moment, tu étais bien parti, puis tu te fais égaliser, et puis tu prends le deuxième, le troisième, et tu ressors des matchs avec 2 buts de retard, alors que tu pouvais espérer un meilleur score. Et tu te dis que faut marquer 2 buts au Real sans en prendre un, et qu'on a du mal à croire que le Real ne marque pas, et qu'il faut sortir vraiment un gros match pour éliminer le Real. Je pense que c'est ça. Ceux qui sont pessimistes, ils sont pessimistes parce que c'est la qualité d'en face, et ils peuvent peut-être exploiter quelques faiblesses que le PSG a, même si le Real en a aussi, le PSG peut exploiter leurs faiblesses. C'est quand même compliqué, c'est pas n'importe qui le Real, même s'ils sont beaucoup moins bien que l'année dernière. Non, tu as entièrement raison. Quand on est supporter du PSG, on peut être prudent, mais pessimiste. Voilà, j'ai du mal parce que, regarde, au match aller, on met un but. On est tous d'accord pour dire qu'on aurait largement pu en mettre plus. On prend 2 buts à la fin, compliqué. Un but du genou, un but machin. Bon. Est-ce qu'il prend le match sur retour très compliqué? Oui, mais regarde, on est tous d'accord pour dire que le PSG peut mettre 2 buts au Real. On est tous d'accord ici pour dire. On est tous d'accord aussi pour dire que le PSG au parc, surtout dans les gros matchs, ça n'a rien à voir avec les gros matchs à l'extérieur. On l'a vu à Marseille, à Munich, à Barcelone, etc. Et on l'a vu à contrario au parc. Alors oui, le Real aura des opportunités, mais regarde, le Barça aussi on a eu, mais n'a pas marqué. Le Bayern aussi on a eu au parc, mais n'a pas marqué. Moi honnêtement, peut-être que le Real va mettre un but, mais je n'exclus pas que le PSG en mette 3. Donc honnêtement, tu es trop positif, trop optimiste, Clément. Non. Voilà. Faut être prudent sur un point. Moi, je suis prudent sur un point, c'est l'expérience du Real. Ils savent parfaitement gérer ce genre de match, se déplacer à l'extérieur sous la pression, etc. Mais voilà. Mais je me dis qu'avec un environnement une ferveur, une fluidité dans le jeu, des joueurs qui vont vouloir se montrer aussi, comme dit Maria. Voilà. Je me dis que c'est possible. Voilà. Et je reste prudent. Je reste prudent par rapport à l'expérience et à la qualité du Real Madrid. Mais évidemment, le pessimisme, non. Moi, je peux pas concevoir cela. Moi, je pense déjà, donc pour juste Neymar, la communication du PSG elle a été très mauvaise. Dire encore Unai Emery qui disait à la conférence avant le match retour de Marseille, dire je pense on est optimiste, il fallait mieux rien dire.
à partir de ce moment-là où on continue à être optimiste, où on attend tous Neymar et justement du coup on gâche un peu la mentalité des autres joueurs parisiens, Di Maria le premier qui aurait déjà dû jouer au match aller, où on s'était posé la question pourquoi il n'avait pas joué. Et là on y retombe un peu dans la faute de se dire voilà, on va protéger Neymar, on protège, et on se rend compte que finalement il est blessé et il n'est pas là. Après oui, effectivement, contre Madrid on a encore toutes nos chances. L'an dernier on n'avait pas Mbappé, on n'avait pas Neymar, on en a mis 4 au Barça. Dans tous les grands matchs de Paris au retour. Oui, mais voilà, c'était au retour, Béchir, c'était au retour. Alors, même, j'ai envie de dire, ça sera une limite quoi qu'il arrive pour le PSG, mais là, le match, en l'occurrence, qui nous concerne, il est au parc. Il est au parc, on sait ce qui va se passer, on sait ce qui va entourer ce match-là. Et voilà, sur un match, je ne te dis pas qu'on va gagner la Ligue des Champions, là. Je te dis que sur un match, on peut sortir le Real. Et même, moi, je peux dire qu'à chaque fois que Paris a fait des exploits contre Chelsea, on perd Zlatan rapidement. Au match aller, on menait. Après, à chaque fois que Paris a fait des exploits, c'est quand Paris est le moins attendu. Là, on sera encore moins attendu parce qu'on n'a plus Neymar et c'est Madrid en face. On n'a plus rien à perdre. Et on est vraiment dans la position que Paris adore. L'an dernier, contre Barcelone, on est dans la même position où personne pense qu'on va passer. Et au match aller, on leur met une baffe à 4-0. On est dans la position que Paris n'a pas eu depuis longtemps, c'est de recevoir au match retour au Parc des Princes. Et au Parc des Princes, le PSG n'est pas le même. Il sera transcendé, il aura le public, il a la pelouse, il a tout pour jouer son jeu. Et en plus, il a récupéré aussi des cadres. Il a récupéré des cadres avec Thiago Motta et en plus avec Di Maria qui est en forme actuellement. Non, c'est sûr. Mais mais de toute façon, notre prudence et notre optimisme ne doivent pas nous occulter la réalité, qui est que moi je pense qu'il y aura un gros score dans l'un ou l'autre sens. C'est-à-dire que soit le PSG gagne 2 ou 3-0, soit c'est le Real qui gagne 2 ou 3-0. Parce que quoi qu'il arrive, le PSG va devoir se livrer. Donc soit le PSG se livre et ça marche, soit le PSG se livre et ça casse. Et le Real peut aussi bénéficier des contres qu'ils auront. Et je pense que quoi qu'il arrive, ça va craquer d'un côté ou de l'autre. L'absence de Marquinhos va-t-elle peser aussi, selon vous? Je pense pas qu'il soit absent, moi, déjà. Je pense qu'ils vont le rétablir. Je sais pas s'il sera titulaire, mais je pense qu'il sera là. Peser, non, pas peser, je pense pas, parce que puisque Kimpembe, on a vu qu'il était à la hauteur. Thiago Silva, il va vouloir se racheter du match aller, de sa non-titularisation, il va vouloir montrer que c'est le patron. Donc non, je suis pas trop inquiet à ce poste-là. Non, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Là. De toute façon, il va falloir sortir un gros match. Mais après, moi, sur la réussite au Parc des Princes, sur cette saison, par exemple, faut être modéré parce que, en Ligue 1, tu peux pas dire qu'ils ont rencontré du très, très lourd. Et tu te jauges après sur quoi? Sur le match du Bayern. Et donc, après le match du Bayern, il y a certains qui vont me dire, mais ça, je ne veux pas non plus trop l'entendre. Ouais, mais bon, on peut pas dire que c'est la très grosse équipe qui est venue, c'est le Bayern. Mais on va dire que le Bayern, ça allait plutôt avec Ancelotti. Le lendemain, il était, mais bon, ils l'ont fait quand même, tu vois. Le lendemain, Ancelotti était viré, quoi. Donc, est-ce qu'ils avaient pris le match par le bon bout, le Bayern? On ne sait pas, mais en tout cas, ils l'ont fait. Après, on prend l'exemple c'est sûr, du Barça l'année dernière. Et donc, ils peuvent sortir un grand match comme ça. Après, c'est sûr, comme tu disais, Clément, c'est que le Bayern, le Real, ils ont 2 buts d'avance, donc ils peuvent se permettre de venir et de jouer en contre. Et c'est peut-être comme ça qu'ils sont le meilleur. Et ce qui est clair, c'est qu'il va falloir attaquer le match comme il faut, mais il ne va pas falloir prendre un but parce que ça rend le match compliqué. Après, sur le gros score d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas si ce sera un gros score d'un côté ou de l'autre, mais moi, ce que j'espère, que ce sera pas qu'ils vont pas regretter ces 2 derniers buts en fin de match, parce que imagine tu gagnes le match 3-2 ou un score comme ça te fait regretter d'avoir un peu craqué en fin de match au match aller. Et bon, maintenant, ça veut de jouer. Hein. Après, on va bien voir ce que ça va donner. C'est vrai que le Barça, l'année dernière, le match aller, personne ne croyait que le Barça prendrait 4-0. Après, c'est terni par le match retour. Et toi, tu sors un gros match comme ça, une grosse prestation. C'est à eux de faire peur au Real, de leur rentrer dedans par le jeu, par l'intensité. Mais le Real, il va falloir hausser son niveau de jeu par rapport au Real Madrid, parce que je pense qu'ils vont, comme tu disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Clément ou Lloyd, ils jouent quasiment leur saison sur ce match retour. Après, moi, là où je suis pas d'accord, c'est que le Real n'a pas intérêt de jouer en contre. Toute la saison, justement, ils ont perdu leur jeu de possession. On l'a vu contre Barcelone en deuxième mi-temps. Ils reperdent la balle et à partir de ce moment-là, ils se font dominer. Si Madrid n'a pas la balle, Madrid joue moins bien. Ça, on l'a vu toute la saison. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils reviennent un peu tous en forme, quoi, parce que les blessés, à mon avis, ils seront quasiment tous là. Et même Ronaldo, on entendait que il revient en pleine bourre en ce moment. C'est que le Real revient en forme actuellement. Alors là, ils ont perdu un match, là, c'est hier soir ou avant-hier.
je sais plus, c'est contre l'Espagnol de Barcelone. Et mais bon, il avait mis 3 titulaires, il paraît Zidane. Donc on peut pas trop se fier à ce match-là. Je pense que les mecs seront en forme. Au parc, il y aura, à mon avis, tous les cadres qui seront présents. Et au niveau de l'expérience, c'est ça que j'ai un peu peur, moi, parce que c'est des joueurs très expérimentés. Donc, est-ce que ça va pas jouer aussi sur l'expérience, ce genre de match retour? Ah oui, effectivement, ça peut jouer sur l'expérience. Donc, est-ce que Di Maria peut être le sauveur inattendu, si on peut dire ça comme ça? Le sauveur, non, parce que Ça sera toute l'équipe. Il faudra un jeu collectif. C'est pas un joueur qui sauvera le match face au Real, je pense. il peut une nouvelle fois montrer qu'il mérite peut-être plus qu'un simple remplaçant dans cette équipe. Mais je pense qu'il l'a déjà montré en 2018. Donc le problème de Di Maria, face au Real, qui est son ancien club. voilà, le problème de Di Maria, c'est qu'il est régulier, on le sait tous, et il se réveille toujours à partir de janvier. Mais là, oui, il peut faire un gros match. Oui, j'ai confiance en lui, moi. Donc oui, je pense même qu'il répondra présent. Après, le sauveur inattendu, j'en sais rien. Ce sera peut-être Thiago Silva, le sauveur inattendu, on n'en sait rien. Ce sera peut-être Verratti qui met un triplé. Non, je déconne peut-être. Ouais, Verratti un triplé, ça serait une surprise. Kurzawa, le triplé, c'est Kurzawa. Dans les matchs inattendus, les triplés, c'est Kurzawa. Kurzawa, il jouera pas, mais ouais. Oui, il peut. De toute façon, il jouera. Après, tu penses que Kurzawa ne jouera pas, toi? Bah non, c'est Berchiche. Moi, j'en suis quasiment même sûr. Enfin, on l'a vu encore hier contre Marseille, il est bien plus fort que Kurzawa. Dans ses centres, dans son agressivité, dans ses placements défensifs. En plus, par rapport à Kurzawa, c'est que Kurzawa est peut-être bon dans les attaques, plus ou moins, mais défensivement, il peut te faire peur. Que Berchiche, il est peut-être moins impressionnant dans ses attaques, mais tu sens que il peut défensivement, il te rassure un peu plus que Kurzawa. Il a prouvé au match aller qu'il pouvait dépanner en attendant de recruter un arrière gauche à ce poste-là. Donc de toute façon, je pense que Berchiche finira la saison, au moins dans les gros matchs, quoi. Après, oui, la question, ça va être sur le milieu de terrain. Un milieu à 2, un milieu à 3. Moi, je pense qu'il va rester sur un milieu à 3. C'est quasi, il l'a même dit. Enfin, voilà. Est-ce que ça va être quoi? Ça va être Mota, Rabiot, Verratti ou Rabiot, Verratti, Draxler? C'est ça la question en gros. Et ça va surprendre Béchir, mais et le fait de mettre par exemple Lassana Diarra, ça vous paraît impossible au niveau de l'impact? Je t'aurais dit oui avant l'entrée de Mota dimanche et son match hier. Et là, tu vois que donc déjà Mota, tu sens qu'il les rassure, ouais. Ils sont plus à l'aise. Mais une tranquillité que j'avais même oublié. Et en plus, Verratti est 3 fois plus fort à côté quand il y a Mota. Mais c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'il joue avec son grand frère à côté. Il se trouve les yeux fermés, les deux. C'est déconcertant. Hier, c'était vraiment. J'avais mal au cœur pour les Marseillais hier parce que je suis quasi sûr que Verratti et Mota seront associés. Et peut-être que pour le vice aussi, Mota est pas mal aussi pour un peu. Tu vois comment il fait de venir un peu titiller l'adversaire, aller voir l'arbitre. Sur l'expérience qu'il a, peut-être et puis comme tu dis qu'ils sont plus rassurés parce qu'ils sont habitués à jouer avec ce milieu à 3. Après Diarra, ça peut être une solution aussi pour mettre de l'impact parce qu'on a vu contre Marseille, bon, ce sera pas le même niveau, mais il revient il est plus en forme qu'au match aller largement et il pouvait mettre un peu d'impact au milieu. Après, je pense comme toi que si Mota il est en forme, il va plus mettre Mota parce qu'il se sentira plus sûr avec ce milieu à 3. Puis le problème de l'an passé, c'était aussi qu'on a beaucoup dit que Mota n'était pas là au retour pour l'expérience. Voilà, je vois pas Emery se passer de Mota disponible cette année. Ouais. Mota, de toute façon, jusqu'à présent, même au match contre justement au Bayern, au Parc, à chaque fois qu'il a été là sur le terrain, il a fait des gros matchs. Après, il a eu des pépins physiques. Là, on voit qu'il est plus blessé parce qu'il a joué, même s'il a joué que 70 minutes. Et je pense que Mota, il va le falloir parce qu'il faut calmer le jeu contre Madrid. Il ne faut pas essayer de l'emballer et faire n'importe quoi, partir à tout va. Si on cherche à aller vite, on va se faire encore prendre des contres et justement, là, on tombera dans le jeu de Madrid. Si on prend notre temps, qu'on applique notre jeu, Paris sera meilleur que Madrid. Et Mota, c'est pour ça qu'il nous faut. C'est assez vrai ce que tu dis parce que on pourrait avoir tendance à croire que le PSG va enflammer le match. Et c'est vrai que c'est peut-être le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et un Mota, dans ce cas-là, va être très utile, je pense. Et après, même si on cherche à enflammer le jeu, alors faut oublier le 4-3-3 et passer en 4-2-3-1 et garder la balle et avoir 4 offensifs et mettre 4 offensifs devant. Plus que Diarra derrière pour enflammer, mettre des coups et mais tu penses qu'il va faire un coup tactique comme ça pour un tel match, un match retour? Ça m'étonnerait qu'il tente ça. Oui, je pense pas. Le coup tactique, ce serait Pastore, mais j'y crois pas non plus.
J'y crois pas honnêtement. Après mûre réflexion, je ne vois pas sortir Rabiot ni Verratti. Mota devrait jouer, donc au final, à moins de Le sortir. problème, c'est que toi Clément, j'essaye pas de te clasher, c'est notre premier ensemble, mais tu fais partie des pastoristes, à ce que j'ai Non, compris. alors moi j'aime beaucoup Pastore. Ce que je suis en train de te dire, c'est que je le vois pas le mettre. Et moi, si je suis entraîneur du PSG, je suis même pas. Je pense que je mets pas Pastore dans un tel match. Parce Non, que mais parce c'est que vrai le- que c'est dommage, parce que quand tu le vois hier, quand il rentre, c'est vrai qu'il est intéressant. Et ce qui est dommage, c'est que là, tu parlais tout à l'heure d'irrégularité, pardon, de Di Maria. Pastore, c'est encore pire parce que malheureusement, les derniers gros matchs qu'il a fait, tu les comptes sur les doigts d'une main. Il est souvent blessé. Là qu'il est plus blessé, il joue quand même rarement. Et c'est dommage parce que c'est sûr qu'un mec comme lui au milieu de terrain, ça aurait pu faire une pièce maîtresse incroyable. Et puis dans le jeu de passe, il est bon, jeu court, jeu long, tout. Mais malheureusement, tu peux pas trop compter sur lui. Et surtout pour le match retour, il passe après beaucoup de personnes au milieu de terrain, malheureusement. Après, moi qui suis pas du tout pastoriste, justement, je me dis qu'à chaque fois qu'il a fait des gros matchs, c'est contre les grosses équipes. Barcelone, Chelsea. À chaque fois, c'est quand on l'attend le moins. C'est des joueurs, c'est un peu comme Kurzawa, c'est quand on les Ouais, mais tu sortirais qui au milieu? Voilà, c'est ça. Pastore. Le problème, c'est ça. Par contre, en deuxième mi-temps, faire rentrer Pastore plutôt que Draxler, je pense que là, ce sera dans la logique. Et Pastore, il se passe un truc avec le Parc déjà. C'est le chouchou du Parc. Il se passe un truc dans les gros matchs. On l'a vu contre Chelsea, etc. Voilà, il pourrait. Somme toute, il pourrait faire le gros match au Parc. Et en vrai, j'en doute pas. Vu son niveau actuel, vu le niveau qu'il a affiché hier, il pourrait se blesser aussi, tu me diras. Mais bon, s'il est en forme, il peut. Mais le problème, c'est ce que Xavier dit. Tu sors qui dans ce cas-là? Il sortira pas Rabiot, il sortira pas Verratti. Le seul qui pourrait sortir, c'est Mbappé, mais il le fera pas non plus. Donc au final, moi, si je mettais Pastore, je sortirais Mbappé. Mais t'as déjà pas Neymar, si tu mets pas Mbappé, bon là il se fait lâcher. Sur un tel match, tu peux pas mettre Mbappé, il est obligé d'être titulaire, c'est impossible. C'est ça, d'accord. Donc c'est voilà. Je pense que même de fait, par conséquent, il jouera pas. Après, tu as la solution, par exemple en deuxième mi-temps, s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à forcer la décision, et par exemple tu as encore un match nul, tu fais rentrer Pastore pour prendre un peu plus de risques. Dans ce cas-là, toi, ça peut être intéressant. Pour rentrer je pense que ce sera l'idée. Hein. Mais titulaire, ça me paraît impossible. Ouais. Donc est-ce que, je pose cette question juste par curiosité, est-ce que en cas d'élimination face au Real, est-ce que ça serait un échec énorme pour le PSG? Est-ce que ça serait le grand échec de cette saison, le échec d'Emery? Est-ce que c'est grave d'être éliminé par le Real? Si je prends ta question au mot près, un échec énorme, je te dis non. Un échec, oui, parce que tu es éliminé. Un échec énorme quand tu perds contre le Real, non, ça reste le double tenant du titre. Ils n'ont plus que ça à jouer, ça reste le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, du Ballon d'Or. C'est un échec au vu des investissements, au vu de l'ambition du PSG. Mais bon, le mot énorme paraît excessif quand tu te fais éliminer par le Real Madrid. En même temps, pour moi, ce serait un échec énorme parce que justement, Madrid est en fin de cycle, Madrid est en train de tout perdre. Et c'est un peu comme Barcelone l'an dernier, ils étaient dans une fin de cycle, ils se sont renouvelés cet été. Et Madrid est au même stade pour moi que Barcelone l'an dernier. Donc perdre contre eux, même si au match aller, on a fait le match où on perd, là, si on se fait éliminer, pour moi, c'est l'échec de Paris, c'est l'échec d'Emery. Et il faudra justement rentamer le nouveau cycle en changeant tous ces cadres qu'on avait là. Et je t'oublierai pas, Lug, que tu avais dit que c'était un bon tirage, tu te rappelles? Je t'avais dit, je te raterai pas. Oui, mais personnellement, je continue à penser que c'est un bon tirage. Parce que là, imagine, tu perds 3-1 contre, donc, je sais pas, on va dire Porto, une équipe de second tableau. Et en même temps, tu perds Neymar. Là, je pense que les joueurs n'auraient pas la même motivation que contre le Real. Parce que c'est le Real qui fait que les joueurs restent motivés et concentrés sur ce match-là. Ils ne peuvent pas se permettre de jouer. Si tu le prends sur le papier, tu vois élimination du PSG en huitième de finale, ils vont te dire encore, ils ne passent pas l'écart. Voilà, dans les années 90, le PSG y arrivait. Ce PSG-là, version QSI, ils n'y arrivent pas. Voilà, ils vont te dire ça. Après, c'est sûr que quand tu tombes sur le Real Madrid, qui est double tenant, il y avait meilleur tirage. Quand tu vois certaines équipes qui sont tombées sur des tirages plus favorables, voilà, donc c'est ça le souci. Et c'est surtout qu'après, on peut te dire, avec l'investissement qu'il y a eu cette année, il fallait passer un cap, on les attendait au moins en quart, en demi, voire plus. Mais bon, tu tombes sur Real, c'est pas évident. Après, c'est important de le faire parce que ça serait le premier très très gros coup du PSG version QSI en Coupe d'Europe. Et ça serait très important. Ça serait le match référence. Voilà. C'est le match référence qu'on attend. Il y a eu Chelsea, on peut compter Chelsea, mais ça serait puissance 10 de sortir le Real, je pense, par rapport à la qualification face à Chelsea. En plus. Dans ces circonstances-là, parce que sans Neymar, si tu ne l'as pas au match aller, tu te dis oui, bon,
Mais là, tu perds Neymar entre les deux. C'est pas comme si tu l'avais perdu il y a un mois et que tu savais qu'il ne jouerait pas. Là, tu le perds entre les deux. Tout le monde te pense mort et t'arrives, tu bats le Real. Je pense que là, ce serait vraiment on ne peut plus énorme. Non, c'est ça. Tout a été dit. Ça a été dit là. Non, mais ils ont tout à fait raison. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec le mot d'échec énorme, mais j'entends ce que dit Lloyd et ouais, voilà, ce serait décevant. Il y a pas de honte à se faire éliminer par le double tenant de titre. Ah, il y a pas de honte de se faire éliminer par le Real Madrid, honnêtement. Enfin, même si après, c'est un peu un discours un peu, tu sais, français. Oh, c'est dommage, et un peu défaitiste, tu vois, de dire ça aurait pu. Justement, quand tu veux faire partir des parties des grands d'Europe, faut plus réagir en se disant bon, on se fait sortir par le double champion d'Europe. Tu dois tout faire pour pour taper du poing sur la table, dire bah on est là nous. Toi, c'est le seul truc. C'est vrai que s'ils sortent avec les honneurs, on pourra dire comme on dit souvent, c'est dommage, on sort avec les honneurs, mais t'as envie de taper, t'as envie de taper du poing sur la table, dire bah non, nous ce qu'on veut, on veut pas, c'est faire un bon match. Nous ce qu'on veut, c'est passer, même si tu passes en étant dégueulasse sur le terrain. Et comme ça peut faire fermer en plus certaines bouches qui diront que tu n'arrives pas jamais à passer, que dès que tu tapes dans le top 4, dans le top 8, et ben tu as du mal à passer le cap en Coupe d'Europe. Là c'est quand même un match important. Ça peut être là tu sors le Real, en plus tu t'affirmes auprès des autres équipes et ils vont pas avoir peur de rencontrer le PSG. Par contre, si tu te fais sortir, c'est pas une honte parce que c'est le Real en face, mais bon voilà, c'est encore tu te retrouves encore éliminé en huitième de finale et t'as pas fait l'exploit face à un gros, ça serait dommage. Exactement. Donc est-ce que en fin de saison, si on gagne donc le triplé national, est-ce que ça serait une saison réussie? Non, quand tu te fais éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions avec les ambitions du PSG, on peut pas dire que c'est une saison réussie. D'ailleurs, c'est paradoxal ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire d'un côté que c'est pas un échec énorme, et de l'autre côté, je suis en train de te dire que c'est pas une saison réussie. Mais finalement, je maintiens ce que je dis, parce que quand tu es le PSG, que tu te fais sortir en huitième de finale de Ligue des Champions aujourd'hui avec les ambitions et les investissements, ça peut pas être une saison réussie. Ou du moins, c'est une saison assez réussie, mais pas une saison réussie pleinement. T'entends dans le même discours qui dit que quand c'est en Ligue 1, c'est largement au-dessus. Il y a tous les titres dans le national, mais en Coupe d'Europe, ils n'arrivent pas à franchir le cap. Voilà ce qu'ils diront. Voilà, clairement, pour moi, ça serait non, parce que de toute façon, la seule progression qu'on aurait, ce serait qu'Emery a été champion de France. À partir de ce moment-là, on peut se dire que l'équipe n'a pas franchi le cap des huitièmes, et ça serait logique. Si on perd contre Madrid, on ne le franchit pas. On franchit pas, mais surtout on franchit pas le cap de battre une équipe qu'adore qui est en plus malade. Parce que Madrid, pour moi, Madrid, même s'ils nous battent, je les vois pas. Au tour prochain, on se demandera encore s'ils vont se qualifier, s'ils vont passer. Parce que Madrid est dans la même saison que Barcelone. Comme le Barça l'année dernière qui passe le PSG au retour et puis ils se font tarter contre la Juve sur les deux matchs. Je sais plus combien ils prennent, ils en prennent 3 je crois. Donc c'est sûr que le Real est prenable, mais après, ce qu'il faut, c'est sortir un très très gros match. Et c'est certain, il faudra être vachement au-dessus. À mon avis, il va falloir qu'ils sortent un match largement au-dessus de tous les matchs qu'on les a vus cette saison. Et je pense aussi qu'il va falloir que pour une fois, ils jouent à 11 ensemble. On l'a vu par moment, par séquence. Là, il faudra qu'ils le fassent pendant tout le match. Il ne faudra pas qu'il y ait une seule individualité, il ne faudra pas qu'il y ait un seul qui soit hors de sa position, qui ait d'aider l'autre. Après, l'idéal, c'est de faire un match comme ils avaient fait à l'aller face au Bayern, même si c'était un match de poule, c'est pas la même chose. Par exemple, sur ce match-là, c'est vrai qu'ils avaient fait le match quasiment parfait. Ou le match contre Barcelone, où il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Mbappé, où on a sorti une équipe que personne ne voyait gagner, où on l'a tapé le Barça. Et moi, j'ai une petite question pour Clément, toi qui tu vas au Parc des Princes. Tout à l'heure, tu disais. Tu le sens, toi, l'atmosphère, par exemple, là, que c'était un PSG-OM, est-ce que les gens se concentraient sur PSG-OM ou tu sentais une excitation des gens par rapport au match du Real et ils ont que ça dans la tête? Déjà, je vais te préciser un truc, c'est que hier, à la sortie du stade, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à la sortie du stade, des hommes nous distribuaient des tracts ensemble, on va le faire. Alors, je ne l'ai pas sur moi, là, le tract, je vous l'aurais bien lu, justement, mais c'est un tract qui nous dit ensemble, on va le faire. Alors, je crois que c'est les gens du club. Et en gros, un discours pour dire que le 6 mars prochain, il faudrait porter haut nos couleurs dans la ville, il faudrait venir avec le maillot du PSG au boulot, à l'école, en tribune, machin. Il faudrait y croire, il faut pousser l'équipe jusqu'au 6 mars, machin. Donc, si tu l'as gardé, ce tract? On pourrait me l'envoyer en photo ce soir, je pense. C'est ça, ça serait pas mal, Béchir, de le publier sur la page, à la limite, si, comme Clément, toi, si tu peux le récupérer, puis sur la page Facebook de l'émission, même sur Twitter. Essayer de vous l'envoyer. Et alors au parc, non, honnêtement non.
Pas là, c'était vraiment les esprits étaient arrivés sur PSG-OM parce que voilà, parce qu'il y avait aussi une atmosphère autour de ce PSG-OM avec donc d'une part dimanche les ultras qui avaient fait un cortège, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc qui avait créé une atmosphère autour de ce classico. Là, hier, il y avait les supporters marseillais, donc ça a créé un peu aussi des échanges, et ce qui fait que le public était vraiment arrivé sur le classico, le fait de vaincre l'ennemi et non pas il n'y avait pas la tête au Real. Même si chacun d'entre nous, au fond, a la tête au Real Madrid, là, c'était vraiment focalisé PSG Marseille. Voilà. Après, moi, on sait que là, aussi, donc, le collectif Ultra prépare un gros coup sur Madrid, parce que justement, c'est l'objectif de la saison, c'est de battre enfin un gros. Pour eux, ça signifierait aussi beaucoup, que ça vous montrait que c'est le 12e homme du parc. Pour les supporters, c'est vraiment important d'être le 12e homme. Et là, ils doivent le montrer de nouveau, qu'ils sont le 12e homme face à Madrid. Ils le sont déjà. Alors, on va voir le débat avec Xavier. D'ailleurs, il a plein de choses à m'expliquer et j'en suis ravi. Mais ils le sont déjà quand on voit l'importance du Cup pour les joueurs aujourd'hui, pour les Thiago Silva, pour les Marquinhos, qui sont tout le temps avec les supporters. Quand on voit les joueurs qui jouent pas en tribune prendre tout le temps des vidéos du public, et quand on voit aussi les résultats. Le fait est que le PSG ne perd plus au parc, et notamment depuis qu'il y a cette ambiance retrouvée. Et alors oui, c'est peut-être pas l'ambiance d'antan, oui, etc. Mais ça y joue clairement. On voit Cavani, le lien entre les ultras, le parc, Cavani, c'est. Moi, j'ai rarement vu ça. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était avec Paoletta. Donc, et là, j'ai l'impression que c'est encore décuplé. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que déjà le match aller au Vélodrome, j'avais adoré son comportement. Hier, mais surtout dimanche, quand il marque, tu vois la rage qu'il a, qui communie avec le public. Moi, franchement, c'est un joueur que c'est peut-être pas le meilleur de l'équipe, pas le plus beau à avoir joué, mais c'est un super attaquant. Franchement, moi, c'est un joueur que j'adore. Tout ce qu'il dégage, j'adore ce mec-là, la grinta qu'il a, comment il fait avec le public. On sent qu'il a. Il pourrait jouer le match, voilà, c'est un PSG, mais pour lui, ça pourrait ne avoir aucun intérêt. Tu sens qu'il est vraiment impliqué là-dedans et que, je pense que d'ailleurs, certains joueurs, comme tu parlais des supporters, quand ils sont arrivés au début et qu'il y avait plus d'ambiance parce qu'il n'y avait plus d'association de supporters, ça devait leur faire drôle, surtout lui, par exemple, qui vient de Naples, quand tu as une telle passion. Et d'avoir cette ferveur qui revient, même si c'est pas comme avant, c'est exact ce que tu as dit, mais d'avoir ça qui revient, les joueurs, ils doivent être contents parce que la plupart qui venaient de l'étranger, ils ont vécu des grosses ambiances. Et c'est vrai qu'à un moment, au parc, c'était carrément devenu un stade de spectateurs. Et c'est vrai qu'avec le collectif Ultra Paris, ils ont relancé ça, de remettre un peu d'ambiance. Mais de toute façon, c'était important de le faire puisqu'il n'y avait plus rien du tout à une période. Et je pense Je pense surtout, comme a dit Xavier, c'est les joueurs comme on prend Thiago Silva qui a connu donc, le San Siro, Cavani qui a connu à Naples une ambiance, comme on dit, ils ont connu les plus grosses ambiances d'Europe. Et là, ils revenaient en France et ils n'avaient plus aucune ambiance dans le stade. Pour ça que je pense que là, oui, ça leur apporte un vrai plus. Et quand on parlait de Cavani, ce qui est bien beau aussi avec Cavani, c'est que c'est pas que les ultras, c'est tout le parc qui reprend les chants pour Cavani. C'est vraiment une union sacrée. Et donc je sais pas si on aborde tout de suite le cas des supporters, mais c'est ce que j'aime bien avec le Cup aussi, c'est qu'ils font participer tout le stade. Ça c'est vraiment le plus, je trouve ça vraiment bien. Alors ils ont du mal à faire participer toute la tribune Auteuil des fois pour leur chant, etc. Parce que ça prend pas encore à 100%. Mais en tout cas, c'est ça qui est surtout impressionnant, pas impressionnant, moi. Tout le stade désormais est fier de ses ultras, entre guillemets, j'ai envie de le dire, parce que. Mais c'est ça que je comprends pas, parce que justement avant, moi je peux te le dire, j'étais abonné avant 2010, je le suis plus, je fréquente plus le Parc des Princes, mais tu avais par exemple dans ta tribune Auteuil, tout Auteuil chantait. À Boulogne, bon, c'était différent parce que tu en avais qui aimaient chanter, d'autres qui préféraient venir assister au match mais ne chantaient pas trop. Mais Auteuil, par exemple, c'était que tout le monde chantait. Et que ce que tu dis là, et je l'ai déjà entendu, que dans la tribune Auteuil, certains ne participent pas trop à l'ambiance. Et nous, justement, on avait plus de mal à faire bouger les autres. Quand, par exemple, on demandait debout le parc, comme ils font en ce moment, ça bougeait, mais très rarement. Et là, tu as l'impression que dans la tribune où il y a le collectif Ultra Paris, il y en a qui participent pas, alors que ça devrait être primordial qu'ils participent, puisqu'ils viennent dans une tribune où ils savent qu'il y a de l'ambiance, tu viens pour y participer.
et qu'ils arrivent à faire bouger par contre des gens dans le reste du stade. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas évident à faire avant. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils devraient dire, bah, vous venez dans cette tribune, vous savez que cette tribune-là, c'est pour chanter, bah, venez participer pour chanter. Si tu viens pour juste prendre des photos ou rester assis, ça sert à rien. Tu vas dans une autre tribune, quoi. Ouais, mais c'est pas méchant ce que je vais te dire, mais t'es gentil en disant ça. Les mecs, ils vont pas se pointer avec une arme sur le front de chaque mec. Moi, je vais t'expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'avant, il y avait le placement aléatoire avant le Cup, et que là, le Cup, cette année, je sais pas, ils ont combien de places dans la tribune Auteuil, peut-être 3000, peut-être 4000, consacrées à eux, mais il y a encore des abonnés de tribune aléatoire de l'époque, et ces gens-là, le PSG ne peut pas les déloger comme ça du jour au lendemain. Ouais, c'est sûr. Donc c'est ça le problème, c'est que moi j'ai discuté avec justement 2 personnes. La dimanche avant le Classico, je buvais une bière et je discutais avec 2 personnes qui ne sont pas ultras, qui sont à Auteuil, et qui me disaient ouais, nous on est abonnés depuis un an, on n'est pas des ultras. Alors, et je les voyais bien, ces mecs-là, je suis quasiment sûr qu'ils chantent pas tout le match. Et pourtant c'est des gens très gentils, mais tu peux pas les déloger comme ça. Et moi j'ai encore parlé avec un ultra aujourd'hui qui est un ultra du collectif ultra. Et oui, c'est vrai que c'est un problème que le virage ne chante pas. Mais je pense qu'à terme, à court terme, c'est gênant, mais à terme, je pense qu'ils vont avoir progressivement de plus en plus de place, et je pense qu'ils vont récupérer la tribune. Je trouve pas ça trop inquiétant à moyen et long terme. Là, je suis totalement d'accord avec Clément. On avait instauré de toute façon un foot où on a voulu mettre des nouveaux supporters, on les intégrait, et on peut pas les virer d'un coup comme ça. Donc ça va se faire un peu comme à Liverpool, je pense, quand ils ont changé, qu'ils ont refait les travaux et qu'après ils sont revenus. On va d'abord ramener un petit peu à Boulogne, un petit peu à Auteuil, qui est en train de se passer à Auteuil. On parlait aussi d'en faire une tribune avec des supporters abonnés à Boulogne avec un collectif. Et je pense que ça va venir petit à petit. Ça va être une tribune après l'autre et après reprendre l'intégralité des virages. Et dans les tribunes tribunes autres, des personnes. Xavier, on en reparle dans un an et demi, mais je suis sûr que dans un an et demi, tu as toute la tribune Auteuil qui est écartée et qui chante quasiment à tous les matchs. Je pense. C'est possible. Moi, de toute façon, je l'ai vu se créer. Moi, à l'époque, la tribune Auteuil, vu comment c'était à la fin, c'était pas du tout ce qui a été au début. Hein. Au début, il y avait très peu de monde, et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur, et puis beaucoup sont venus. Après, la tribune Boulogne, c'était différent parce qu'ils étaient là depuis très longtemps, et tu avais plusieurs mouvances dans la tribune Boulogne. Tu avais les Boulogne Boys qui étaient un peu dans la culture ultra, tu vois. Moi, c'est où j'allais souvent au Boulogne Boys, c'était plus dans la culture ultra, mais tu avais plusieurs bords différents dans la tribune. Je te dis, tout le monde ne venait pas pour chanter. Par contre, Auteuil, tu savais que tu y allais, voilà, fallait que ça bouge. Et à l'époque, tu avais même le quart de virage qui était la tribune G avec les authentiques. Donc, c'est sûr de toute façon que tu peux pas d'un seul coup, comme ça a été fait, de dégager tout le monde et de voir un public de spectateurs. Tu fais revenir un collectif Ultra Paris, là, c'est sûr que les mecs, ils reviennent au début en petit nombre, et puis petit à petit, il y en a qui veulent participer, donc ça reprendra petit à petit. Mais tu peux pas retrouver de toute façon l'ambiance d'un seul coup, comme tu avais dans les années 2000, où tu avais les 2 tribunes, où bon, le stade n'était pas toujours plein, mais il y avait une grosse ferveur, même dans les matchs où on a failli descendre, les saisons où on a failli descendre, tu avais une ambiance énorme, malgré que tu avais du mal, il fallait te pincer pour regarder le classement et dire qu'il y avait quand même autant de monde qui venait encore pour chanter pour l'équipe, alors que tu étais au bord de la Ligue 2. Donc ça ne se reconstruit pas comme ça se reconstruit progressivement, comme tu dis. Tu parlais des photos et des vidéos, etc. Oui, faut dire aux gens. Mais ça se fait. Hein. Moi, ça se fait. T'inquiète pas que le premier qui prend une photo aujourd'hui à Auteuil, il se fait dézinguer. Hein. C'est littéralement interdit. J'ai lu un document là-dessus. Et la dernière fois, moi, je suis pas contre. Hein. Je suis le premier à partager des photos, des vidéos sur Twitter ou sur Facebook. Je suis pas contre non plus. J'ai eu le cas dimanche parce que je filmais en live le cortège du PSG et arrivé devant le parc, on s'est littéralement fait engueuler. On s'est fait ordonner de ranger nos téléphones et de chanter avec les supporters et arrêter de prendre des photos, des vidéos, etc. Pour l'ambiance, tu as raison. Ça va pas revenir d'un seul coup comme avant, mais c'est déjà pas mal aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai connu les trois. J'ai connu le parc d'avant, avec les authentiques, les Supra Auteuil, etc. J'ai connu le parc où il n'y a rien, et j'ai connu le parc de maintenant. Et je peux dire qu'on est quand même plus proche du parc d'avant avec les Ultras que du parc où il n'y a rien. C'est dramatique. À un moment, c'était vraiment, une période de transition. On est pas mal. Donc, il y a toujours le débat des fumigènes et tout, etc. Des tifos et tout. Moi, je suis absolument pour tout ça. Et d'ailleurs, du coup, on a lancé le sujet. Moi, ça m'intéresse vraiment ce que tu penses du collectif Ultra Paris, parce que moi, j'en ai une opinion plutôt positive de ce que je vois parce que je les suis depuis le début de leurs travaux. J'en ai une opinion plutôt positive et je veux savoir toi ce que tu en penses en tant qu'ancien ultra. Je sais pas, tu avais peut-être l'impression qu'on en fait beaucoup avec eux, etc. Est-ce que tu peux m'éclaircir, parce que du coup, moi, j'ai peut-être pas
tous les éléments que tu as. Donc, Non, moi, que les gens en font de trop, je pense que comme tu dis, les médias, tu sens qu'ils sont vachement fans du collectif Ultra Paris, alors que une période quand il n'y avait plus de supporters, certains s'en plaignaient. La plupart des médias s'en foutaient. Donc maintenant, ils ont l'air d'en parler en bien. Maintenant qu'ils sont revenus, bon, tant mieux, tant mieux. Moi, sur le fait du collectif Ultra Paris, comme je dis souvent, moi, je fréquente plus le Parc des Princes depuis le plan Le Proux. J'ai décidé de plus le fréquenter. J'ai participé à 2-3 actions comme ça quand il y avait liberté pour les abonnés. Je suis ni pour ni contre. De toute façon, on n'a même pas à être ni pour ni contre. Tu participes au collectif Ultra Paris ou pas. Voilà, tu as décidé d'être dedans ou tu décides pas, tu as décidé de pas les suivre dans ce qu'ils font. Après, que tu aimes ou pas, tu peux fan ou pas, tu ne peux pas dire le contraire, que ils ont remis de la vie au Parc des Princes parce qu'il y avait vraiment plus rien. Ils essayent et ils réussissent à refaire ça, à remettre de l'ambiance au parc. Donc je peux pas critiquer ça, moi, parce que j'étais le premier à dire ouais, c'est honteux de voir comment ils veulent un stade de spectateurs. Maintenant, ils ont reconstruit quelque chose, même si j'en fais pas partie. Faut admettre que l'ambiance est revenue parce que toi, tu as été au parc quand il n'y avait plus d'association, tu as vu ce que c'était. C'était d'une tristesse infinie, quoi. C'était un théâtre. C'est horrible. Et toi, tu penses que c'est une bonne chose quand même, ce collectif Ultra Paris. Quand tu vois les tifos, même, je suis sûr, quand en tant qu'ancien Ultra, bon, tu vas peut-être me dire le contraire, je sais pas, mais quand tu vois les fumigènes craquer à Auteuil, quand tu vois les tifos là, t'es forcément content. T'es forcément. Bien sûr, ouais, mais après le coup des fumigènes, je sais pourquoi tu dis ça, parce que hier, comme on en discutait en privé entre nous, moi je suis pas du tout contre les fumigènes, au contraire, je suis pour. D'ailleurs, Béchir, qu'on a reçu Florian Brunet des Ultramarines, c'est ce qu'on disait, tant que c'est bien utilisé, il n'y a pas de souci, les fumigènes. C'est moi le seul truc ce qu'on disait avec l'œil, c'est que le souci c'est que tu sais qu'ils vont prendre une suspension derrière. Donc après les mecs s'ils décident de faire ça comme beaucoup le font maintenant, ils disent de toute façon on sera sanctionné, on sort des fumigènes quand même. Mais moi au contraire, je suis pour les fumigènes, je trouve ça beau tant que c'est bien utilisé, quand c'est pas lancé dans le public comme on a pu voir paraît-il hier soir. Oui, alors la première chose que je vais te dire, c'est que pour l'instant il n'y a pas eu d'incident avec les fumigènes au sein du club. Déjà c'est une bonne chose. Et de deux, je pense que non seulement ils s'en foutent, et en plus, c'est fait avec la complicité, enfin, pas avec la complicité, mais avec ça dérange pas du tout le club qu'il y ait une grosse ambiance accompagnée de fumigènes pendant les deux classicos et contre le Real, parce que contre le Real, ne vous trompez pas, toute la tribune va être remplie de fumée, c'est sûr et certain. Donc, et qu'on prenne un huis clos contre Troyes, Brest ou Guingamp, tout le monde s'en fout. Que ce soit au club, parmi les ultras ou le reste du parc, tout le monde s'en fout. Après, moi, je suis pas contre les fumigènes, mais comme je dis, pour le moment, c'est interdit, que ce soit en France ou par l'UEFA, parce qu'on sait que l'UEFA aussi nous a sous l'œil. Et là, justement, quand on dit ils vont le faire contre Madrid, parce que c'est beau, c'est bien, moi je suis d'accord. Mais par contre, si on se mange en quart de finale un match à huis clos, alors que notre force c'est le public, là, on aura vraiment l'air con. Pour moi, c'est ça le problème, c'est que tant que pour le moment que les autorités sont autant fermées, on voit comment elles tapent sur les supporters actuellement. Tu n'es pas contre les fumigènes, tu as peur des sanctions des instances. Exactement. C'est quoi la règle par rapport aux fumigènes? Pour le moment, c'est interdit. Ils n'ont pas le droit ni l'usage d'objets pyrotechniques, ni l'usage de. Il y a plein d'objets qui sont interdits. Moi, je suis persuadé qu'ils vont prendre une sanction. En plus, ils ont remis ça hier soir, ils ont fait ça dimanche. Moi, je suis pas contre du tout parce que j'adore les fumigènes, je trouve ça super beau. Quand c'est bien utilisé, qu'on s'en sert pas comme d'une arme, c'est ce que je veux dire. Mais au contraire, moi, je suis pas contre. Mais le problème, c'est tu sais que là, les instances, ils attendent que ça pour. Alors, soit ça peut être le moins pire, c'est les amendes. Voilà, après, est-ce que le club, ça le fait plaisir ou pas? Et puis après, tu as un risque de huis clos, où ils te forment la tribune. Voilà, c'est ça le risque. Après, c'est vrai qu'avec l'UEFA, comme tu disais, Log, ils sont plus sévères. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire gaffe, de ne pas te retrouver avec un huis clos en quart de finale de Ligue des Champions, par exemple. Mais, Belgrade et tout, là. Enfin, il y a un stade en Europe, il me semble que c'est Belgrade qui font craquer. C'est Varsovie, non? Lega Varsovie aussi. Les pays de l'Est, les pays de l'Est, c'est un monde à part, eux. On ne sait pas si on pris des huis clos. Si, pour le Lega Varsovie, je parle vraiment sur le Lega Varsovie, ils sont à 2 huis clos sur leur dernier match de poule en Ligue des Champions. La dernière fois, ils ont participé à la Ligue des Champions. Je crois que c'est aussi quand je ne sais plus si c'est eux qui avaient fait le tifo avec marqué UEFA égale Mafia avec. Oui, je crois que c'est eux aussi. C'est eux, avec plein de fumigènes. Oui, c'est carrément,
eux, ils en ont rien à foutre. Eux, ils savent qu'ils vont se faire sanctionner, ils font passer des messages de malade, quoi. Parce que quand tu fais le gros. En plus, c'était pas une petite banderole, c'était vraiment le gros tifo avec marqué UEFA égale mafia. Tu sais que tu vas manger derrière. Mais il y a peut-être un juste milieu entre, comme tu dis, là, dans les pays de l'Est, où il y a des fumigènes attirent l'arigot et que ça plaît pas, et puis quelques fumigènes. Maintenant, à voir, hein, ça se trouve, on va peut-être avoir une bonne surprise, ils vont pas être sanctionnés pour les fumigènes face à Marseille. Mais connaissant comment sont les instances en ce moment, c'est plutôt dans la tolérance zéro avec les fumigènes. T'en allumes même 3, ils sont capables de t'aligner la tribune entière. Il y a d'autres points qui Ultra Paris que tu pourrais nous éclaircir ou non, enfin, il y a d'autres points noirs, d'autres informations ou... Sur quoi j'ai pas compris ta question. Sur le collectif Ultra Paris, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te dérangent? Est-ce qu'il y a des trucs qui te dérangent? À l'intérieur, je sais qu'il y a plusieurs groupes au sein du collectif Ultra Paris, mais pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Moi, la seule chose qui me dérangeait un peu, moi, avec le collectif Ultra Paris, c'est moi, j'étais plus fan de Liberté pour les abonnés, parce que ça regroupait un peu un ensemble d'Auteuil et Boulogne, même si tu avais plus d'Auteuil. C'est que là, le collectif Ultra Paris, ça a pu se reconstituer la tribune Auteuil. Voilà. C'est surtout, j'avais entendu le président du club, il disait qu'il y avait très peu d'anciens ultras, c'était vraiment essentiellement des nouveaux. Ouais, mais ça, moi, c'est pas un problème, tu vois, c'est parce que on a tous été nouveaux à un moment. À la limite, qu'il y a des anciens qui acceptent des nouveaux. Et toi, faut savoir accueillir les gens. Moi, quand j'ai commencé à fréquenter les tribunes, que ce soit Auteuil ou Boulogne, parce que moi, c'est l'ambiance que j'adorais. Donc, t'as pas été mal accueilli par les gens, donc je vois pas pourquoi faut accueillir maintenant les nouveaux. Non, moi, le collectif Ultra Paris, comme je te disais, à part que ça regroupe vraiment quasiment que les anciens d'Auteuil, j'aurais bien aimé que ça regroupe un peu comme c'est Liberté pour les abonnés, les deux clans des tribunes, mais est-ce que c'est possible à faire? J'ai l'impression que c'est quasiment impossible à faire, malheureusement, avec le passé qu'il y a eu. Tu pourrais y retourner ou pas? Pardon? Tu pourrais y retourner ou pas? Tu l'envisages ou... Bah, des fois, ça me donne envie, mais bon, quand je vois le prix des places, et puis ce qu'il y a, c'est que c'est quand même difficile d'avoir. Après, quand tu veux des places derrière les buts, maintenant, comme tu disais, la tribune Auteuil, c'est quasiment impossible. Boulogne, Paris, ouais, voilà. Donc, y retourner, oui, ça me dirait bien un jour d'y retourner voir un match, hein, mais c'est vrai que je suis moins passionné qu'il y a une période que quand j'y. Ouais, en tant qu'abonné. Après, moi, pour Clément, pour le collectif Ultra. Pour moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont les cibles de tous les regards, que ce soit l'UEFA, que ce soit la LFP. On sait qu'ils vont être regardés en permanence et la moindre connerie va leur être attribuée. On sait que la moindre connerie va être sanctionnée 10 fois plus parce qu'il y a le collectif Ultra qu'avant, quand c'était des groupes de supporters qui étaient dans le stade et qui faisaient la même chose, ils n'étaient pas sanctionnés de la même façon que maintenant qu'on les appelle Ultra. Parce qu'il y a les amalgames ultra-hooligans, mais en même temps, il y a aussi, à chaque fois, on l'a vu hier encore contre Marseille, où justement ça a amené des débordements. Marseille revient au Parc des Princes, il y a des débordements. Donc c'est effectivement ces 2-3 abrutis, mais ces 2-3 abrutis-là, ils vont sanctionner à chaque fois l'intégralité des stades. Oui, après, on peut pas non plus tout mélanger. Hier, les incidents, ils sont, enfin, j'y étais, hein, je peux te dire, sont essentiellement les Marseillais qui ont jeté des fumigènes dans la tribune parisienne. Je suis d'accord, hein, je le dis bien. Et justement, si je peux passer là, un Béchir, le petit coup de gueule là, que je voulais passer justement. Alors attends, parce que vas-y, continue Clément, parce que je voulais retrouver avant de commencer le coup de gueule deux tweets. Voilà, termine Clément. Ce que je te disais, Lloyd, tu disais ouais, on est regardé par l'UEFA, etc. Cette vision-là, moi, elle me dérange. Dans ce cas-là, on fait quoi? On se couche devant l'UEFA parce qu'on est collectif Ultra Paris, parce qu'on est nouveau? Oui, il faut faire attention, mais de là à renier nos principes, enfin, quand je dis nos, c'est ceux des ultras, bien sûr. Moi, ça me dérange. Au contraire, je pense qu'ils sont plutôt dans des actions de dialogue avec le club pour le moment. D'ouverture, mais il faut même des actions sociales à côté. Bon, ça, c'est leur droit. J'ai l'impression que l'image qu'ils essaient de renvoyer et leurs travaux de fond, ils sont plutôt pas mal. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de les encourager à continuer. Et dans les gros matchs où justement ils sont attendus, qu'il y ait un surplus d'ambiance et parfois 2-3 débordements, pas de violence, mais de fumigène. Et toi, t'en fais partie, toi, du collectif Ultra Paris? Non, absolument pas, j'en fais pas partie. Je suis abonné en Tribune Paris depuis 10 ans maintenant. Ça fera 11 ans l'an prochain. Et non, absolument pas. Mais pour autant, j'admire leur travail et surtout leur dévouement envers l'équipe. C'est chapeau. Après, moi, juste pour répondre de nouveau à Clément, moi, c'est pas le fait des fumigènes, tout ça qui me dérange.
mais c'est le fait qu'à chaque fois qu'il va y avoir un débordement, que ce soit hier Marseille, c'est la faute des Marseillais, je le reconnais en premier, mais c'est à chaque fois, ça sera la faute des ultras marseillais hier, mais le jour où ça sera les Parisiens, on dira c'est la faute des ultras. On mélange ultra hooligan aujourd'hui, il n'y a plus le fait qu'on dise non, c'est 3 ou 4 abrutis qui sont venus, qu'on fait chier quand ils se battent, et après on mélange, et c'est là le problème, c'est que l'UEFA, eux ils s'en foutent, ils sont pas là pour dire ultra ou pas ultra, eux ça va être voilà, c'est votre groupe, il nous emmerde, on va fermer une tribune, c'est pas la tribune, ça suffit pas, on va fermer le stade. Et tu te retrouves avec des huis clos. La Ligue est pareil, la Ligue de foot française aujourd'hui dans l'ultra-sanction. Ils sont pas dans le dialogue ouvert. Non, je vois ce que tu veux dire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah oui, tu as probablement raison. Oui. Xavier, ton coup de gueule, est-ce qu'il est prêt? Ouais, bah, j'en ai 2. Alors déjà, bah, je vais te lire un petit tweet qui a été que j'ai reçu samedi sur mon compte Twitter. Donc il y a une personne qui m'a mentionné en me disant Xavier Coulant, plus je te lis, plus j'ai l'impression que tu défends une bande de gros débiles. Il faut différencier ultra et hooligan, avec point d'interrogation. 2 points d'interrogation, 3 points d'exclamation. Comme quoi. Quand tu vois Tours Orléans ou Bilbao Spartak ou Tort sur la pelouse de Sochaux PSG, Mazette, il n'y a aucune différence, très triste. Après, il me dit, il enchaîne, sans parler l'an dernier des 2 bombes agricoles sur Anthony Lopez, des supporters bordelais qui se déplacent à Bilbao ou à Munich pour taper sur la gueule des Parisiens et Marseillais. Après, ils pleurent leur liberté de déplacement, mais quelle bande de merde, en mentionnant encore Xavier Coulant. Alors moi, ce que j'ai fait, bien sûr, parce que déjà, premièrement, pour que tu me juges comme ça, c'est déjà que tu me connais pas, parce que je fais des émissions depuis 2011, j'ai jamais défendu les incidents, je défends une certaine façon de supporter, mais j'ai jamais défendu les incidents, premièrement, même si c'est vrai qu'il faut pas se voir la face, il en existe. Et deuxièmement, en plus, tu me vois jamais partager sur Facebook ou Twitter des choses appelant à la haine ou à la violence. Au contraire, moi, je partage des choses sur l'ambiance en général. Et sûrement pas des trucs de hooliganisme ou bagarre ou provocation. Donc, moi, je lui ai proposé donc de venir participer à l'émission. Il m'avait dit pas de souci. On l'a relancé hier. Pas de réponse. Donc, si jamais il écoute le podcast et qu'il veut venir m'interpeller, comme je lui ai dit, il n'y avait pas de souci. Plutôt que de m'expliquer sur Twitter, je préfère répondre en direct à l'antenne. Bon, malheureusement, il n'est pas venu. Tu y attendais un petit peu, toi, Béchir, visiblement. Donc, encore une fois, je suis plus vieux que toi largement. Et finalement, c'est encore toi qui étais dans le vrai. Comme quoi, on apprend à tout âge. Et mon deuxième coup de gueule, c'était un peu par rapport à ce qui s'est passé hier, ce que vous disiez là, Clément et Lloyd. Et c'est que malheureusement, il y a des gens qui se battent en ce moment, entre guillemets, qui sont dans le combat pour la liberté pour les ultras, le droit des supporters. Il y a l'Association nationale des supporters, tu as pas mal de groupes d'ultras qui font des banderoles. On a vu les Marseillais récemment qui ont fait une super banderole, plein de banderoles superbes là, sur la gestion des supporters avec la LFP. J'ai trouvé ça pas mal du commando ultra. Et malheureusement, hier, première fois qu'ils se redéplacent, et puis... il y a quelques débordements. On a vu un article qui est passé sur l'équipe, sur RMC, avec les sanitaires qui ont été cassés, dégradation de sièges. Je crois même qu'il y a eu de fumigène lancé envers Tribune Paris. Là. Et puis voilà, il paraîtrait aussi qu'à un moment, il y a une centaine de Parisiens qui ont été repoussés, qui voulaient en découdre un peu avec les ultras marseillais en dehors du stade. Voilà, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui se battent. Alors, ça va faire bisounours ce que je vais te dire, mais les gens ils se battent pour le droit des supporters. Et moi, j'utilise ce mot-là depuis 2011 que je fais les émissions. Faut pas donner le bâton pour se faire battre. Et hier, même si Clément, tu me dis que c'est des débordements minimes ce qui s'est passé hier, mais alors là, t'as qu'à aller voir sur Twitter. Là, c'est parti. Là, c'est que tout le bon boulot qui est fait, le début de dialogue, il y a même des journalistes qui commençaient à défendre la cause. Et ce qui s'est passé hier soir, ça joue clairement contre le camp. C'est une balle dans le pied, dans le camp des supporters. Et malheureusement, tous ceux qui se comportent bien, comme tu disais, avec ce qui s'est passé là, ça va faire parler jaser dans le mauvais sens, et ça donne pas une bonne image. Et je crains maintenant que on va revenir encore plus avec de la répression, parce qu'ils vont dire regardez. Là, qu'est-ce que tu veux dire si jamais un média te dit vous défendez les ultras, mais ce qui s'est passé hier, c'est bien la preuve qu'il ne faut pas les faire déplacer, les mecs, parce qu'ils se déplacent pour la première fois depuis longtemps, et voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Tu es un peu
T'es à court d'arguments, malheureusement. Donc moi, je défendrai tout le temps le mouvement ultra et les supporters en général, mais c'est sûr que ce qui s'est passé hier soir, malheureusement, c'est pas une bonne pub pour tout le monde, et il y aura un amalgame qui sera fait entre tous les groupes ultra, malheureusement, et puis et ces quelques incidents d'hier, on va englober tout le monde. Et moi, l'association nationale des supporters est en communication avec la LFP. J'espère que ça va pas mettre un coup d'arrêt à la communication avec ce qui s'est passé hier, malheureusement. Il me semble que les Marseillais ne sont pas membres de l'association des supporters, je ne sais plus quoi là. Enfin, tu vas peut-être pouvoir m'éclaircir, mais non, ouais, il y a pas mal de groupes, mais bon, tu sais très bien que le souci, c'est quand même si tu fais pas partie de l'association nationale des supporters, c'est eux qui viennent, qui sont représentés, l'association nationale des supporters, et ils représentent les supporters, même ceux qui sont pas dans leur groupe. Tu vois, si se passe un incident, à la Ligue, ils vont pas dire ah ouais, mais ils vont pas, ah oui, eux ils font pas partie de vos groupes, d'accord, bon bah c'est pas grave. Ils vont englober l'ensemble des supporters, l'ensemble des déplacements, qu'ils soient de l'ANS ou pas. Qui va payer les dégradations hier dans la tribune visiteur? Ça, aucune idée. Moi, à mon avis, il va y avoir une amende et ça va être c'est le club qui va être sanctionné, le club de Marseille. Hein. En sachant, je crois qu'en plus ils ont repris un. Là, je ne sais plus si vous avez eu l'info, vous, mais il me semble que j'ai vu passer qu'ils ont encore un match à huis clos qui est tombé, hein, une tribune qui est à huis clos pour un des prochains matchs. Je me demande si ce n'est pas le match face à Nantes. Et oui, justement, je crois que c'est face à Nantes. Ils ont pris un huis clos partiel, et parce qu'ils ont pris qu'un match, parce que s'ils prenaient 2 matchs, ça pouvait faire le match de Lyon, et donc ils n'allaient pas mettre une sanction contre Lyon parce qu'ils préfèrent avoir un stade qui est plein, même au niveau de la Ligue. Et je pense qu'il y aura jurisprudence de justement ce qui s'est passé lors de la finale de la Coupe de la Ligue ou Coupe de France, quand il y avait eu Paris-Monaco. Oui, c'est Paris-Monaco, quand il y a eu les affrontements en tribune, que la tribune a été cassée, et que là, ça a été le PSG qui avait été condamné à une amende pour ça. Donc là, je pense aussi que ce sera Marseille qui sera condamné pour ça. Alors, Xavier, je ne sais pas si tu avais eu des infos, parce qu'on entend souvent parler des incidents qu'il y avait eu à Lyon en finale de Coupe de la Ligue, mais alors là, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, hein, et je n'accepte aucune violence, mais il me semble qu'il y avait eu 2 sièges cassés, je crois. Vraiment. Il me semble qu'il y avait eu 2 sièges cassés et qu'on en avait fait des caisses ou des caisses. Oui, il y a aussi la période où ils s'étaient déplacés, c'est l'époque justement des contestataires. Ils avaient été à Amiens, et puis qu'à Amiens, justement, pour fêter un but, il y a une barrière qui s'était un peu écroulée. Et c'est l'époque, je crois qu'ils étaient encore en national ou en Ligue 2, je sais plus. Non, national, je crois. Et tout de suite, ça avait été fait des gros titres comme quoi il y avait une barrière qui s'était écroulée. Alors que les mecs, ils n'étaient pas venus pour casser, c'était juste sur l'emballement d'un but qui était tombé. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le moindre petit pet de travers, ça va être pris direct contre. On va te pointer du doigt. Tu vas être pointé du doigt directement parce que c'est devenu tolérance zéro. Et hier, moi, j'arrive pas à croire que ça va pas peser lourd, même si c'est qu'une partie. C'était pas tous les supporters, mais que le moindre petit incident, ils vont s'en servir pour sanctionner et pointer du doigt tous les supporters en général, malheureusement. C'est ça qui me fait peur. Moi, j'ai l'impression que chaque supporter de club ont des mentalités différentes, et je pense qu'au lieu de faire des cas généraux à chaque fois, il faudrait peut-être prendre cas par cas, justement, les supporters. Si Paris a des incidents, prendre les supporters du PSG cas par cas, Marseille, etc. Parce que là, on met tout le monde dans le même sac, mais finalement, ça concerne qui depuis le début de l'année? Moi, je sais que avant Marseille-PSG, les Marseillais chez eux avec ASC des CRS. Pareil à Bordeaux, les supporters marseillais avaient envahi le terrain. Avant la réception de je ne sais plus qui de Bordeaux, encore une fois au match retour, il y a eu des incidents avec les CRS. Et donc voilà, j'ai l'impression qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des supporters, par exemple, à Strasbourg, un exemple. Il n'y a pas d'incident à Strasbourg. Pourquoi les ultras de Strasbourg seraient interdits de déplacement alors que à Paris, depuis le début de la saison, il y a zéro incident? Pourquoi les supporters du PSG n'ont pas le droit la préfecture de Strasbourg ne met interdit les déplacements 2 fois du PSG à Strasbourg? Enfin, j'ai l'impression qu'on fait des cas généraux alors qu'il y a dans certains clubs une mauvaise gestion des supporters. Enfin, moi, c'est ça qui me dérange plutôt. On dit les ultras, et alors c'est juste que certains clubs n'arrivent pas à gérer leurs ultras, c'est tout. À Paris, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont fait le plan Le Prou. Depuis, ils ont instauré le collectif Ultra Paris, et pour l'instant, ça se passe bien. Il y a 2-3 incidents, ils ont pris 2-3 sanctions, mais ça se passe bien. Ils ne méritent pas d'être interdits de déplacement. Strasbourg, pareil. Lens, pareil. Saint-Étienne, il y a eu 2-3 incidents. Les mecs ont été sanctionnés, mais globalement, ça se passe bien. Je ne vois pas pourquoi tout le monde serait sanctionné par rapport aux déboires des Marseillais ou des autres.
Non, c'est pas ça. C'est que le problème, c'est que on est sur les punitions collectives. Comme je disais tout à l'heure, tu peux faire. Il y a 10 mecs qui ont rallumé un fumigène, c'est toute la tribune qui va être suspendue pour un match. Moi, c'est ça que j'ai jamais compris, parce qu'en plus, avec toute la vidéosurveillance qu'il y a dans les stades, tu es capable quand même, ou avec la sécurité ou la vidéosurveillance, de choper par exemple ceux qui ont foutu le bordel. Tu sanctionnes les mecs qui ont foutu le bordel, mais tu sanctionnes pas tout le monde, quoi. Toi, tu parlais du plan Le Prou. Bon, c'est une autre histoire. C'est parce que voilà, à un moment, ils ont essayé de faire ce plan-là qui a puni tout le monde. Moi, j'ai toujours dit, j'aurais préféré qu'on punisse ceux qui foutent le bordel. C'est comme dans une classe où tu habites dans une cité, tu ne vas pas punir tout le monde, tu vas punir ceux qui sont mal comportés. Après, la solution de facilité, c'est comme maintenant quand ils font un huis clos où ils interdisent les déplacements, bah, c'est plus facile de faire ça, de sanctionner tout le monde, que de faire du cas par cas. Mais bon, est-ce que ça marche? Je suis pas sûr, parce que regarde, depuis le temps que c'est comme ça, et il n'y a aucune avancée. Donc à un moment, il faudra, comme on dit, j'arrête pas de dire dans l'émission, se mettre autour d'une table et puis que chacun pose ses conditions, que ce soit les instances, les clubs et les supporters, et puis de repartir sur de bonnes bases, parce que tu as l'impression que on en vient à une position qui est de plus en plus difficile envers les supporters, alors que la plupart ils voudraient des supporters dans le stade, parce qu'ils ont ça pour l'ambiance, mais en même temps ils veulent pas d'incident, et donc le moindre petit incident, direct, c'est sanction, punition collective directement. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution, mais bon, je suis personne pour pouvoir donner des conseils, mais j'espère que ça va bien avancer entre les instances et puis les associations de supporters et puis les clubs. Il va falloir que les trois se mettent autour d'une table et que ça avance dans le bon sens. Bon, en tout cas, on salue notre ami de Twitter. On espère qu'il passera après avoir écouté le podcast. Enfin, mais en plus, on aura peut-être été d'accord ensemble, parce que tu vois bien, je suis quelqu'un de modéré. Je suis sûrement pas quelqu'un qui fait l'apologie du hooliganisme ou des bagarres ou des incidents. Je suis quelqu'un de modéré. On aurait été peut-être assez d'accord ensemble. Il est pas venu, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein, ça me dérange pas. Au contraire, on a pu en parler entre nous. On a tous des avis un peu différents. Et puis d'ailleurs, comme on conclut l'émission, je salue Clément, là, comme c'était ma première avec lui. Et c'était intéressant d'en débattre avec toi, en plus qui fréquente le Parc des Princes, moi qui le fréquente plus maintenant depuis quelques années. Ok, compliment partagé. Moi, ça me fait plaisir d'être avec toi, d'être avec vous, et je vous remercie encore pour votre accueil. Votre pronostic pour Madrid? Moi, alors, ça va forcément être subjectif, mon pronostic, hein, parce que je le souhaite, et je vais dire 3-0 pour Paris. D'accord, t'es très très positif et optimiste, toi. Je suis optimiste pour une qualification, et la qualification passe par un 3-0. Donc. D'accord, Xavier. Franchement, je saurais même pas dire. Je vais encore t'énerver. Je vais dire 2-1 pour Paris. Non, tu sors. Et comme ça, tu te la mords bien. Non, mais franchement, c'est très dur. Donner un score, c'est très dur de pronostiquer sur un score, honnêtement, parce que je vois pas ça finir sur un petit score, comme tu disais tout à l'heure, toi, Clément. Et dire le score exact, c'est très dur. Mais j'ai peur que ça passe pas, moi. Je veux pas être pessimiste, mais je pense que ça va être très dur. Maintenant, s'ils passent et qu'ils font l'exploit, j'applaudirai dès demain. Mais toi, à 2-1 à l'aller, j'aurais été plus optimiste. Là, 3-1, il y a deux buts à remonter, c'est pas évident. Maintenant, à eux de faire l'exploit, comme ça a été fait en 93, le PSG Real. Faut que c'est un match qui était rentré dans l'histoire et qui a fait rentrer le PSG dans l'histoire et un super parcours européen pendant quelques années. Et là, à eux de faire l'exploit comme c'était fait par certains en 93 et d'impressionner tout le monde en France et surtout que en Europe, montrer que le PSG est là et puis ils sortent le double tenant du titre. Mais ça va être très difficile quand même. Méfiance avec le Real Madrid. Mais bon, faut être optimiste. En tout cas, merci à toi, Xavier Coulant. De rien, merci à vous, c'était un plaisir. Merci Clément Pernia, encore une fois. Merci à vous. Merci à toi et merci L'Œil du Château. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très très rapidement. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.